Alors bonsoir à tous et bienvenue dans cette émission de la dissidence, puisque je n'ai plus accès à YouTube pour l'instant, en attendant de recréer des chaînes, la centaine de chaînes que j'envisage de recréer. En attendant, c'est intéressant aussi d'être sur d'autres plateformes qui méritent de vivre, comme Twitch, comme Getter en particulier. Vous savez l'attachement que je porte à Getter sur cette plateforme de liberté. Je pense que ce mot a un sens et que c'est à nous de le faire vivre. Si nous n'allons pas sur ces plateformes qui consacrent la liberté, qui précisément en fait ont cette revendication d'être créées pour ça, pour des espaces de liberté, il ne faudra pas s'étonner si globalement elles disparaissent. C'est aussi bête que ça finalement au bout d'un moment. Alors quoi qu'il en soit, donc plusieurs petites choses en introduction. Grande soirée, vous allez le voir, grande soirée avec des thèmes, avec des invités de prestige, avec des thèmes complexes. On va essayer de sortir des sentiers battus, on va essayer de ne pas se laisser guider par l'émotion, on va essayer d'utiliser notre raison, là où précisément on veut nous faire utiliser notre émotion, eh bien nous allons essayer d'utiliser notre intelligence. Voilà. Je vous rappelle que l'association que je dirige, Je ne suis pas un danger, a encore de beaux jours devant elle, hélas, puisque hier encore, nous sommes intervenus pour un pass sanitaire illégal introduit dans un hôpital. Nous sommes intervenus pour une personne qui a eu le Covid et qu'on voulait quand même obliger à se faire vacciner pour être greffé des poumons. On est intervenu, autre chose, pour des enfants privés de voyages scolaires parce qu'ils ne sont pas vaccinés. Et nouveauté, nous sommes intervenus pour des enfants qu'on a privé de voyage scolaire parce qu'ils sont russes. Voilà, c'est comme ça. La liberté est un mot, un ancien mot. Dans le monde nouveau, le mot liberté, c'est seulement dans le camp du bien. Quoi qu'il en soit. Bref, donc adhérez, soutenez. Je ne vous en dis pas plus, on en a déjà beaucoup parlé. Et moi, ce qui m'intéresse d'ores et déjà, c'est de pouvoir continuer à former et à informer. Donc, on y va. Premier sujet. L'assassinat de la petite Lola est encore dans tous les esprits. Et la France semble avoir peine cette fois à passer à autre chose. Devant la faillite de l'État, la justice privée semble s'installer, comme le montre le passage à tabac d'un adolescent agresseur sexuel il y a quelques jours. L'immigration clandestine est mise au banc des accusés, comme le symbole d'une politique laxiste et de laisser-aller. À Lyon, à Rennes, à Nantes, l'insécurité explose, obligeant les citoyens à faire des rondes de sécurité, se réunissant ainsi en milices privées. La France, selon une étude récente, est le nouveau Medellín, où s'affrontent bandes rivales au grand jour, où la délinquance est partout. Plus aucune ville, aucun quartier ne semblant épargné par la flambée de violence. Pourtant, les chiffres officiels montrent un taux d'infraction stable depuis des décennies et il ne se passe rien de spectaculaire au Royaume de France. Le sentiment d'insécurité, lui aussi, est stable et les Français ne semblent pas se sentir particulièrement en danger. Alors qu'en est-il exactement? La France, nouvelle orange mécanique, comme le titrait Laurent Oberton dans un ouvrage polémique paru en 2013, ou simple phénomène d'amplification d'une délinquance bien présente, mais finalement anecdotique? Nous faisons le point ce soir avec Alexandre Langlois, policier, ancien secrétaire général du syndicat Vigipolice, avec Romain Agur, ancien membre du GIGN, et avec Philippe Murer, économiste. Alors vous l'avez vu, plateau de prestige. Première observation, je ne peux pas de nouveau m'empêcher de trouver toujours aussi attendrissant ce petit avatar de Claire sur le plateau, là sur le côté. Alors je vais parler comme ça, je réapparais. C'est ça, je trouve ça, voilà. Donc bonsoir à tous et merci à Claire de nous apporter son précieux concours. Alors, je suis, pourriez être un peu surpris à deux titres. D'abord, avoir un économiste sur un plateau consacré à la sécurité et avoir des policiers et gendarmes sur un plateau consacré à l'économie. Eh bien, je pense que tout est lié, en fait, pour ce qui me concerne. Et je pense que nous avons un problème à la fois de sécurité, à la fois économique, et qu'au fond, il va être intéressant de se poser un certain nombre de questions. Et la première que j'ai envie de poser, alors, Philippe Murer, c'est à vous, est-ce que vous vous sentez en sécurité en France ? Oui, mais même dans les grandes villes, je dois vous le dire, à Paris, moi je remarque un changement depuis 6 mois. Je me sens moins en sécurité, personnellement, quand je sors à Paris. La ville est en train de changer. Il y a aussi beaucoup d'immigration. L'immigration a beaucoup augmenté, en tout cas la visibilité des gens immigrés a beaucoup augmenté. Ce n'est pas forcément lié, hein, l'insécurité. Toutes les races et toutes les nationalités font de l'insécurité. C'est ce que je veux dire. Et l'autre chose, c'est plutôt par mes enfants.
en fait, qui me racontent, même dans un quartier qui est pas mal où je vis, et ils me disent, oui, j'ai un ami, il s'est fait tabasser pour son téléphone portable. Un autre dans l'entrée de son immeuble et des choses comme ça. Voilà. Donc on voit cette montée de l'insécurité, oui. Mais alors c'est amusant parce que je vais me tourner vers les policiers et ces gendarmes. Alors je précise, Romain Agur, que vous portez un masque, non pas pour vous protéger du Covid, ni effectivement pour protéger les autres, mais que en fait vous êtes un ancien membre du GIGN et tenez à préserver au fond votre visage pour tout un tas de raisons qu'on peut aisément comprendre. Alors, je voudrais commencer par vous. La semaine dernière, on vous a vu, c'est le deuxième point, on va dire, mais pourquoi est-ce que vous revenez sur la sécurité? Eh bien, on revient sur cette émission sur la sécurité parce que je crois que tout n'a pas été dit et qu'il faut approfondir ce sujet. Et je voudrais donc en premier lieu me tourner vers vous en vous posant cette question en tant que citoyen et représentant des forces de l'ordre, ex-représentant des forces de l'ordre, tout à la retraite aujourd'hui. Est-ce que vous vous sentez en sécurité en France? Non. Non. Comme le disait Philippe Murer il y a quelques instants, aujourd'hui en France, aujourd'hui oui, ça devient de plus en plus marqué, c'est de plus en plus visible, mais ce changement en fait sociétal, j'ai envie de dire, pour moi il a été amorcé il y a un peu plus de 10 ans. Il y a un peu plus de 10 ans, il y a eu une bascule. Alors expliquer l'origine de la bascule, je pense qu'on pourra en débattre justement, il y a certainement une part de politique. Que ça soit une politique d'immigration, que ce soit une politique monétaire, que ce soit une politique de résultats sur tous les chiffres de la délinquance, etc., toutes des obligations statistiques, on va dire, par rapport à tout ça. Et maintenant, en fait, on arrive au bout, l'heure tourne et on arrive au bout du bout, et on est dans un système où si rien n'est fait, on risque clairement de partir sur quelque chose de beaucoup plus dramatique que les choses qu'on vit à l'heure actuelle. Alexandre, même question en fait. En tant que citoyen d'abord finalement. En sécurité, ça dépend où. Voilà, c'est toujours pareil. Je sais que nous, on avait fait le choix avec ma famille de partir en province pour se dire la région parisienne, à un moment, ce sera intenable. On ne savait pas à quelle échéance. Donc on est à la campagne et ça se passe encore bien. Il y a quelques dégradations de temps en temps, mais c'est à la marge. Quand je reviens en région parisienne, c'est plus compliqué. Le climat change, les choses changent, donc effectivement, et ça dépend encore où en région parisienne. Parce que 25% des forces de police sont sur Paris, mais dès qu'on commence à passer en petite couronne ou grande couronne, pourtant il y a une forte concentration de population, c'est pas pour autant qu'il y a les moyens qui vont derrière. Donc la sécurité n'est pas la même pour tout le monde. Oui, mais alors, je voudrais vous interrompre sur ce point, je voudrais qu'on arrive on va arriver aux chiffres, mais avant ça, c'est quoi ne pas se sentir en sécurité? C'est intéressant que je vous pose la question finalement à tous les trois. Vous dites, je ne me sens pas en sécurité, mais ça veut dire quoi, je ne me sens pas en sécurité? Voilà. Là, c'est un sentiment. On sent que la ville est chaotique, qu'on n'est plus dans un comportement classique. Il y a des gens qui traînent, qui rôdent. On ne sait pas trop ce qu'ils font avec des capuches noires, vous voyez, des choses comme ça. Et il y a quelque chose qui a fondamentalement changé. Puis c'est les anecdotes qu'on entend. Puis c'est les meurtres barbares qu'on voit. C'est vrai que c'est aussi ce qui est relayé dans les médias. Mais là, quand on voit des jeunes femmes se faire violer en pleine rue à Nantes ou à Paris, une jeune fille, la Lola, cette affaire absolument hyper triste qui se fait torturer et presque égorger chez elle, dans Paris, ça devient terrible. Il y a quand même des faits divers dont on n'entendait pas parler avant en plein Paris. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est pas un sentiment. Hein. Quand vous dites on a le sentiment, moi je ne suis pas tout à fait d'accord là-dessus. C'est plus un sentiment. Hein. Tous ceux qui ont des enfants, je pense aujourd'hui, constatent. Moi, j'ai ma plus grande fille qui a une vingtaine d'années. Ouais. Quand elle prend le train pour aller en province ou pour aller ailleurs, clairement, elle a des attitudes. Après, je l'ai formée comme ça, mais elle a des attitudes de protection. Le portable, c'est particulier. Quand elle est avec son copain, c'est son copain qui la protège. Quand ils sortent ensemble en soirée sur Paris, c'est son copain qui la protège. Parce qu'ils se sont déjà fait poursuivre plus de 2 fois déjà par des bandes. Et heureusement, lui, il a un physique imposant et il sait se battre. Mais on se dit, on est dans quel pays? On est dans quel système où on en arrive à... Et c'est vrai, pour vous dire, moi, je fais comme je faisais avant à l'étranger dans des pays dangereux. Maintenant, mon portefeuille est dans ma poche avant droite de pantalon.
parce qu'en fait, il y avait trop de vols. Il y a trop de vols dans Paris. Je me suis fait voler plusieurs fois de différentes manières en étant un peu agressé. Eh bien, Mais messieurs, sur le sentiment de sécurité, juste un petit détail, parce que pour que les gens comprennent aussi, un vraiment sentiment d'insécurité, c'est que déjà, on doit fermer sa voiture, fermer ses choses. Quand je vais en vacances en Bretagne, on peut laisser les clés, la porte ouverte, on peut revenir. En fait, le vrai sentiment de sécurité, c'est de se sentir, justement, on dit, je peux sortir, je peux laisser mes affaires et personne ne va y toucher. Et c'est ça qu'on a perdu. C'est là où c'est intéressant ce soir, parce qu'en fait, ça oui, mais dépasse déjà le cadre. existé ce sentiment. Parce que ça dépend des endroits. Moi, je vais à Belle-Île en vacances. À Belle-Île, on peut laisser, on connaît les gens. Et en fait, c'est quand les gens se connaissent. Parce que quand il y a les gens se connaissent dans un village ou un hameau, la sécurité n'est pas la même que quand il n'y a que des anonymes autour. Je vais quand même vous dire ce qui me pose problème à chacun avec votre discours, que je comprends parce que forcément je le partage un peu. C'est-à-dire qu'en fait, nécessairement, je ne sais pas trop si l'attitude qui est la mienne de père de famille est de la prudence ou de la peur, mais en tout cas, je partage l'avis au terme duquel j'évite que mes enfants se baladent seuls, j'évite effectivement que... Mais est-ce que ça aurait été vrai ou faux, j'en sais rien, il y a une vingtaine d'années? Je pense que ça aurait été la même chose, en fait, quelque part. Non, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on revienne un peu sur des éléments, sur 2-3 éléments que je voudrais qu'on discute ensemble. Alors, vous avez vu que j'ai plein de feuilles devant moi, parce que j'essaie de bosser quand même un minimum. Vous savez que les sources, c'est important. Alors, les sources, il y a celle du Centre d'observation de la société. Le nombre d'homicides est stable depuis la fin des années 2000 en France, et alors, je vais vous surprendre, mais il est largement inférieur à ce qu'il était en 1980. C'est quasiment 2 fois moins. C'est intéressant. Il y a 20 ans, donc on comptait, en 2000, 1600 meurtres par an, on en dénombre 2 fois moins. Le taux d'homicide a baissé de 3 à 1,4 pour 100 000 habitants entre 1993 et 2021. C'est pas inutile quand même de dire ça. Et mieux, on a Nicolas Bourgoin, qui est sociologue en fait, qui vous dit que en réalité, les homicides n'ont fait que baisser depuis la fin du Moyen-Âge. Hormis peut-être une période qui a été finalement celle des années 70. Et Laurent Mucchielli va vous dire que depuis la Première Guerre mondiale, c'est la seule période, donc, c'est-à-dire dans les 70 jusqu'au milieu des années 80, un tout petit peu, depuis la Première Guerre mondiale, c'est la seule période où l'homicide a augmenté durablement en temps de paix. Bon. Et donc c'est intéressant qu'on constate ça. On constate que, au fond, vous avez, sur la grande délinquance, on a probablement une baisse de la grande délinquance. C'est un point dont il faut se réjouir. On n'a plus les mesrines, les grandes bandes organisées telles qu'on les a connues. Effectivement, on connaît les méfaits de Jacques Messrine, par exemple. Je veux dire, on n'a plus effectivement tout ça des années 80. Donc, est-ce que, au fond, déjà, c'est pas un motif quand même pour se réjouir? Il y a une transformation de la délinquance. Parce qu'en fait, effectivement, il y a plusieurs choses. Déjà, et Laurent Mucchielli en parle également, disent la délinquance, on a l'impression qu'il y a un climat d'insécurité, parce qu'il y a beaucoup plus d'images, de vidéos. Et effectivement, ça fait le buzz, ça tourne, etc. Il y a aussi des fois la parole qui se libère. On a pu voir MeToo, il y a eu un dépôt de plainte considérable sur tout ce qui est agression sexuelle. Donc il y a aussi cet effet médiatique qui loupe, qui zoome sur des choses. La deuxième chose, par contre, effectivement, il n'y a plus la grande délinquance. Ça, c'est pour avoir discuté avec des collègues qui étaient sur Marseille, qui nous disaient, avant on avait le grand banditisme marseillais, etc. Voilà. Et à ce moment-là, ils disaient, les plus anciens disaient, on jouait entre guillemets aux gendarmes et aux voleurs. Quand on s'arrêtait, il y avait une certaine retenue, on avait perdu, ils s'en venaient, etc. Ils ont dit aujourd'hui, ceux-là sont terminés. Ça a été remplacé par de la délinquance plus petite, avec des bandes de quartier qui vont tenir les territoires. Ici, c'est tel le territoire de telle communauté, ici, tel autre, de telle autre, telle autre. Et en fait, on a un patchwork. Donc, c'est plus de la grande délinquance. C'est de la moyenne délinquance qui, en plus de faire exactement la même chose qu'avant, est en guerre de territoire parce qu'il n'y a plus cette unité. Donc en fait, on a juste un nouveau visage de la délinquance, mais on n'a juste rien changé du tout. Les gens ne sont pas plus en sécurité qu'avant, voire pire, parce que ceux-là, ils sont en train de se battre en plus pour maintenir un territoire et étendre leur part de marché. Donc en fait, c'est une adaptation de la délinquance au monde moderne. C'est vrai, mais je reprends les chiffres du ministère de l'Intérieur. C'est assez surprenant parce qu'il n'est pas tout à fait d'accord avec vous, le ministère de l'Intérieur. En effet, on va constater, et je vais y venir, qu'il y a bien une augmentation d'un certain nombre de faits de délinquance. Pour autant, toutes les atteintes aux biens ont diminué. Par exemple, je ne sais pas si on peut l'afficher à l'écran, on a, voilà, je veux dire, c'est intéressant. Alors 2020, alors ça c'est les peines qui ont été prononcées, mais ça ne dit rien, effectivement, comme ça, mais on voit que fondamentalement, on a quand même une justice qui prononce des peines, donc des peines importantes. On a les atteintes aux biens, et je vais vous donner un autre chiffre sur les atteintes aux biens qui ne sont pas intéressantes, qui sont pas inintéressantes, qui est, regardez,
les vols violents sans armes. On était à 90 500 en 2016, on est passé à 63 700 en 2020. Et allez, je compte le confinement, donc c'est un peu traître. On était à 78 500 en 2019. La même chose. Vols sans violence contre des personnes. On était à 699 800 en 2016 contre 543 000 en 2020. Donc on a les vols de véhicules. Alors ça, c'est particulièrement intéressant. Ça aussi, ça a baissé. Les vols dans les véhicules. Alors ça, c'est relativement stable. Par contre, et ça, c'est le point surprenant, c'est qu'en fait, les coups et blessures, toutes les violences aux personnes, on en parlait la semaine dernière d'ailleurs, les violences aux personnes, eh bien, ont elles progressé. Par exemple, vous étiez à 213 200 de coups et blessures volontaires en 2016 et vous êtes à 260 000 en 2020. Et pire, alors là, c'est quelque chose d'assez stupéfiant, c'est les violences sexuelles. Les violences sexuelles, on était à 35 800 en 2016 et on a grimpé à 54 800 en 2020, avec notamment cette part sur les tentatives de viol et viol qui est absolument ahurissante. On est passé de 14 100 à 24 800, c'est qu'on a quasiment doublé. Alors évidemment, on se dit, ben ouais, mais il y a un ensauvagement de la société. Ben ouais, mais le problème des violences, c'est qu'on va se rendre compte qu'au fond, les violences, elles sont d'abord intrafamiliales. Oui, mais Fabrice, est-ce qu'on peut vraiment faire confiance aux chiffres? C'est les questions qui reviennent sur le chat, les deux chats là. Je peux, en tant que béotien, dire juste un petit avis. Il y a quelque chose qui a fondamentalement changé en 15 ans dans la police pour le particulier. C'est la durée pour porter plainte. C'est-à-dire que maintenant, vous posez des questions avant d'aller porter plainte, ça peut vous mettre plusieurs heures d'attente, alors qu'avant, c'était un quart d'heure. Il y a 15 ans, c'était un quart d'heure. Donc il y a sans doute un effet du fait que la difficulté de porter plainte, la lenteur, parce que beaucoup de commissariats ont fermé dans toutes les villes. Ils ont été regroupés et il y a moins de personnes. C'est la même chose avec les brigades de gendarmerie en fait. Il y a eu des systèmes de communautés de brigades qui ont été créés et en fait la brigade qui est à côté de chez vous, il se peut qu'elle soit fermée, on vous envoie à la brigade qui est à 30 km, qui fait partie d'une communauté de brigades pour déposer plainte. Et effectivement, il y a des délais pour déposer plainte qui sont monstrueux et en plus on va vous demander des papiers que vous n'avez pas, etc. Et on va justement en venir à ce que dit Claire. Est-ce qu'on peut faire confiance aux chiffres? Et là, Alexandre Langlois pourra peut-être aller dans mon sens pour en parler vraiment dans le fond, où il y a eu des mesures il y a quelques années qui ont créé un système dans lequel on est aujourd'hui, où on a imposé en mettant des primes à des grands chefs, pour des primes aux résultats, où en fait, du coup, le gouvernement a donné une carotte au personnel performant, mais bon, uniquement aux grands chefs, hein, bien évidemment. Et du coup, la politique des grands chefs était de dire, attention, là, ce mois-ci, mollo sur les chiffres, eux, on ne prend pas leurs plaintes ce mois-ci, on les prendra le mois prochain pour atteindre les objectifs. En substance, ce que vous expliquez, c'est qu'il y a une espèce de prime à ce que vous appelez la performance. La performance, alors en médecine, on connaît ça, la prime à la performance, c'est même un indicateur, où effectivement, là, ce que vous dites, c'est que la performance, c'est de ne pas recevoir les plaintes. Alors, la performance, c'est qu'en fait, il y a eu un hiatus avec Nicolas Sarkozy, quand il est arrivé au ministère de l'Intérieur, il a lancé la politique du chiffre. Ouais. Et sur les statistiques, juste pour répondre aux internautes qui laissent des petits messages, Churchill avait dit « Je ne crois qu'aux statistiques que j'ai moi-même falsifiées ». Voilà. Je crois que tout était dit. Et donc sur les statistiques, on arrive à la même chose. C'est-à-dire qu'on a une police qui n'était plus là pour lutter contre la délinquance, mais qui était pour présenter des chiffres politiques qui allaient dans le sens de la demande politique. Comment ça s'est passé? Ça s'est passé, là par exemple, on a pris la baisse du chiffre de vol avec violence et atteinte aux personnes. Très simple, quelqu'un s'est fait voler son téléphone portable ou son sac à main à l'arracher. C'est-à-dire quelqu'un arrive, vous arrache, c'est un vol avec violence. Vous arrivez au commissariat, on va vous mettre ça en vol simple, puis de vol avec violence. Ce qui veut dire quoi? C'est que les statistiques atteintes aux personnes diminuent. Par contre, derrière, qu'est-ce qui se passe? Les peines qui vont être prononcées seront moins importantes. La victime n'aura pas une considération à la hauteur du préjudice qu'elle a subi. Et après, les policiers ne seront pas déployés à la hauteur de la délinquance qu'ils vont subir. Je donne un exemple, parce que sur la délinquance avec le syndicat où j'étais Vigie, on avait fait une petite enquête, des chiffres officiels, parce qu'on parle des chiffres.
En 2013, il y a eu un rapport de l'inspection générale de l'administration, donc du 24 avril, qui montre que les chiffres sont truqués, falsifiés, en tous les cas ne déterminent pas la réalité. 2013 encore, un rapport de l'Assemblée nationale, un rapport parlementaire, et un deuxième en 2014, qui montre que les chiffres, une fois de plus, ne reflètent pas la réalité, qui sont minimisés par des tours de Bonneto. On met un autre code, on met à côté, on met à droite, hop, et on met sous le tapis. Mais c'est quelque chose qui a perduré. 2017, ça existait toujours. On avait lancé une alerte sur Marseille, justement, parce que des gens avaient bien voulu se mouiller. Et le rapport administratif dit, effectivement, les chiffres, il y a quelques petits problèmes, ils ne sont pas conformes à la réalité. Et ce qui était assez rigolo, c'est que des fois, nos politiques sont rattrapées par la réalité. C'était en 2018, annonce du préfet de police de Marseille, la délinquance a encore baissé. Avec une baisse de la délinquance tous les ans depuis que les chiffres existent, on a une délinquance négative en France. Hein. Attention, voilà. Mais résultat des courses, le lendemain, tout le monde s'en souviendra, ou sinon allez voir ce qui s'est passé début 2018, règlement de compte à la Kalachnikov dans les cités marseillaises. Voilà. Donc la réalité les rattrape. Et on a eu des ministres même qui étaient en déplacement à Marseille et il y avait des gênés. Qui étaient gênés parce qu'il y avait des tirs de Kalachnikov voilà. pas loin. Donc on arrive à quelque chose et résultat des courses, quelle était la procédure administrative qui s'est passée derrière? Je me suis retrouvé à l'IGPN parce que je n'avais pas laissé la poussière sous le tapis avec des procédures de révocation. Voilà. Donc en fait, voilà, les ministres veulent qu'on leur donne un beau village Potchekin ou Tintin au pays des soviets. Je comprends parfaitement, simplement, effectivement, j'ai envie de... Il y a deux, trois petites choses quand même qui m'embarrassent dans tout ça. Alors premièrement, il y a un truc quand même, on parle de chiffres, je vais vous en donner un, qui lui m'a quand même stupéfait, m'a posé un problème. C'est que, je vous l'ai dit, on a donc une très forte progression des plaintes pour violences sexuelles, donc c'est quand même pas rien. Parce que donc, ça veut dire quand même, là ça vous contredit. Ah mais on revient sur le changement sociétal dont parlait Philippe tout à l'heure. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu le mouvement MeToo, libération de la parole et une priorité gouvernementale sur le sujet. Ces plaintes-là doivent être prises en priorité. Parce qu'effectivement, quand on va dans un commissariat, 3 heures pour prendre une plainte, et encore on est découragé, on nous dit plutôt aller à la gendarmerie ou à la police. Sauf que, ou alors il y a un autre encore... chiffre, il y a un autre chiffre qui me pose un problème, moi, c'est que 55% des victimes sont mineures. Vous avez quand même, dans les violences sexuelles, une victime sur 2 qui est mineure. Là, les gars, on est face à un problème colossal. Et là, je ne comprends pas, je n'ai pas de réponse, je ne sais pas, j'ai cherché à expliquer. Alors évidemment, on a tendance à dire que c'est intrafamilial. Il semblerait qu'il y ait quand même une grosse majorité des violences sexuelles qui soient intrafamiliales, des violences conjugales, des violences... Mais dans ces cas-là, on est face à un problème. Ça veut dire qu'effectivement, on est sur des cas d'inceste majeurs, des cas d'inceste colossaux, qu'on ne règle pas. Là. On a un problème. Et donc ça m'intéresse de voir si selon vous, c'est... Donc en 2019, est-ce que c'est crédible, ces chiffres? Ils vont être crédibles pour une raison encore, malheureusement, une triste réalité, quand les gens ont été confinés. Tout ce qui a été violence au sein des familles a explosé. Les gens ont été... Donc en fait, malheureusement, les gens ont un comportement criminel ou délictuel dans la zone où ils sont. Et on a vu une explosion quand le contexte familial a été renforcé, avec des fois des mesures anecdotiques et rigolotes qui ne réglaient pas le problème, parce que j'ai été dans le Morbihan où le préfet avait interdit l'alcool, en disant comme les gens sont bourrés, ils se tapent dessus à la maison. Bon, on prenait le problème à l'envers, mais ça montrait qu'il y avait vraiment un réel souci. Donc effectivement, il y a un problème intrafamilial, mais une fois de plus, on veut toujours faire régler tous les problèmes de la société à la police et à la gendarmerie. Et en fait, on est un peu les éboueurs. En fait, il y a un problème d'accompagnement de ces personnes. Comment on peut les laisser avec des enfants? Comment il n'y a pas un accompagnement à la parentalité? Ça n'existe pas. Bon, il y a des gens qui ont des enfants voilà. Donc en fait, il y a toutes des mesures qui doivent être prises avant pour que la police et la gendarmerie n'aient qu'énormément à s'occuper que des personnes qui le font sciemment. Et voilà. Donc en fait, toute la société, c'est pour ça que c'est intéressant ce soir, c'est qu'on dépasse le cadre et c'est un problème de société. Alors c'est un problème de société, mais il y a 2 points en fait que je voudrais aborder moi. C'est quoi une délinquance acceptable? Je vous pose la question parce que quand on regarde un petit peu ce qui se passe à l'étranger, je me suis intéressé un petit peu à se demander, au fond, la France... Alors vous avez vu ce truc-là récent qui est paru, où la France, maintenant, est le nouveau Medellín, c'est le Salvador ou la Colombie, en fait, quasiment. Mais c'est intéressant parce que... Alors, je me suis amusé à regarder un petit peu les délits. Alors, c'est compliqué de réussir à trouver sur le plan, parce que les manières de compter ne sont pas les mêmes. Mais en 2020, il y a eu 285 homicides en Italie contre 863 en France. On a 782 homicides en Allemagne, alors qu'elle est plus peuplée.
Et donc on est clairement en queue de peloton, en tête de peloton. C'est un vrai problème. 298 en Espagne. Le problème, c'est qu'on a du mal à mesurer effectivement la délinquance. Alors il y a un indice qui existe, qui est le fameux indice Numbeo. Qui est un site internet qui va comparer les statistiques. Et en fait, mais les statistiques évaluées par les touristes et les habitants. Eh bien, c'est pas génial pour la France, parce que les touristes partagent votre avis sur le fait qu'ils ne se sentent pas en sécurité en France. Et c'est l'un des pays d'Europe où ils se sentent le moins en sécurité, tant et si bien qu'il était avant-dernier pays d'Europe, derrière la Biélorussie, c'est pas rien quand même, et on se sent plus en sécurité en Roumanie, en Croatie, en Suisse, ça, jusque-là, normal, en Tunisie, et alors très surprenant, aux États-Unis, en fait. Et alors, ce qui m'intéresse, c'est d'aborder très rapidement 2 points. Le premier, c'est au fond, c'est quoi une violence acceptable? Parce que, vous avez dit, la police, c'est un peu les éboueurs, finalement, du système. Ouais, mais si, dans l'esprit des Français, on va vous dire, on va venir tout à l'heure sur les condamnations, il nous reste 10 minutes, mais sur les condamnations, on va venir effectivement sur la problématique de l'immigration dans un instant, mais fondamentalement, plus de flics, ça veut dire plus de sécurité, ça veut dire en tout cas plus de mesures de surveillance. On pourrait déployer le raisonnement jusqu'au bout. Comment je fais pour être un partisan de la liberté et en même temps un partisan de la sécurité? Déjà, plus de places de prison. Il y a un problème de places de prison depuis très longtemps, quoi. Et les prisons sont surpeuplées. Il faudrait beaucoup plus de places de prison. Parce que derrière, comment vous voulez demander aux magistrats? Les magistrats se retrouvent avec un nombre de places de prison limité à gérer. Et on voit beaucoup d'affaires où les peines d'emprisonnement sont sans commune mesure avec les actes qui ont été commis. Très clairement. Et moi, je pense que c'est une... ça protège... tout à fait vrai. Ouais, alors ça, j'aimerais bien voir les chiffres. Pourquoi j'ai un gong à 9 minutes 58? C'est quoi cette histoire? Mais d'où ça sort ce truc? Je crois qu'il y a eu un problème en régie. Mais maintenant, si j'ai des gongs à 9 minutes 58, c'est pas fini. C'était un petit gong tout léger pour te prévenir que, attention. Oui, un jour, je vous dirai ce que vous pouvez en faire du gong. Mais pas ce soir. Il n'y a pas que le problème des places de prison. Hein. Il y a également le problème, justement, en termes judiciaires. Les réponses qui sont apportées par les justices au niveau des condamnations. Alors, effectivement, il y a des condamnations qui sont données, mais il y a donner une condamnation et il y a l'application de la condamnation. Si aujourd'hui, quand un juge émet une condamnation, vous avez le juge d'application des peines qui, par directive, hein, c'est pas forcément, je pense, par idéologie qui partent là-dessus, mais qui de suite aménage la peine. Quand on voit des individus aujourd'hui qui font de la prison ferme avec un bracelet, il y a quoi vraiment se poser des questions. La victime, elle est où? Mais là, la victime est où? Mais là, vous voyez, alors là, c'est très drôle. Parce non, mais moi, je veux bien faire de la prison ferme dans mon canapé avec mon bracelet, quoi. Non, mais ce qui est très drôle, c'est que là, pour le coup, on va arriver dans deux points de vue différents, parce qu'il y a le point de vue du flic, du gendarme, puis il y a le point de vue de l'avocat, quand même, qui n'est pas tout à fait le même. En effet, pourquoi c'est pas le même? Parce que, en fait, j'entends depuis quelques semaines, là, justice laxiste. À chaque fois qu'un type est dehors et l'opinion publique estime qu'il devrait être dedans, dans la prison, on dit justice laxiste. Eh ben, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Parce qu'entre 2004 et 2016, le nombre de condamnations prononcées à l'encontre des personnes majeures pour délit a augmenté de 17%. C'est quand même rien. Le volume d'emprisonnement ferme prononcé par les tribunaux a augmenté de 32% pour atteindre 87 300 années en 2016. Qu'est-ce que ça veut dire? Et alors, la plupart des encourus d'emprisonnement supérieur à 6 ans a augmenté. Donc ce n'est pas des gens qui ne font pas de prison. C'est-à-dire qu'en fait, concrètement, l'idée reçue selon laquelle les mecs font pas de tôle, c'est pas vrai. On est un des pays qui condamne le plus. Et on a un taux d'exécution des peines qui est un taux extrêmement élevé. Simplement, effectivement, là où c'est vrai qu'il y a probablement une petite délinquance qui pourrit la vie des gens, c'est incontestable, mais est-ce que la réponse carcérale pour ces gens est la bonne réponse? D'une part. D'autre part, la surpopulation carcérale, c'est effectivement le signe qu'on a bien des prisons qui sont donc pleines, parce que donc il y a des gens qui les envoient en prison. Et nous avons un deuxième problème, c'est qu'une part non négligeable des peines d'emprisonnement ne sont précisément pas des peines, mais sont de la détention provisoire. Ce qui m'amène du coup à la question d'après, c'est ce que je vous disais. C'est quoi la solution? Je veux dire, est-ce que le but c'est, au fond on parlera de la Chine tout à l'heure, qui fait le zéro Covid, est-ce que nous il faut qu'on fasse le zéro délinquance? Parce que du coup, si c'est pas le zéro délinquance, c'est quoi un chiffre de délinquance acceptable? Il faut faire baisser la dynamique. La dynamique, on sent bien qu'elle augmente. Dans les chiffres que vous avez cités, il y a quand même une chose, c'est que les remises de peine sont de plus en plus importantes et automatiques.
Et que quand on est condamné à 5 ans de prison, on ne fait pas 5 ans de prison en France. Hein. Dans la majorité des cas, on fait 2 ans et demi. C'est à peu près, ouais. C'est à peu près ça. C'est pas moins. Donc il y a ça. Après, le problème, c'est qu'il faut casser la dynamique. Pour casser la dynamique, il faut que les gens qui ont fait des délits aillent effectivement aient une peine qui soit prononçable. Pas que la prison soit pleine et que le juge, par son propre laxisme ou parce qu'il voit les prisons pleines, dit « j'envoie pas ce gamin en tôle parce qu'il a fait un délit qui est assez grave, mais… » D'accord, voilà. mais ça repose ma question. Et là, c'est vraiment aux représentants des forces de l'ordre, pour le coup, j'ai envie de m'adresser. Vous vous plaignez souvent, et Romain, vous en parlez la semaine dernière, que finalement, vous chopez des mecs qui sont ensuite relâchés, quoi. Sentiment un peu de travailler pour rien. Mais c'est pas tout à fait ce que disent les chiffres, donc ça c'est intéressant, ce ressenti versus les chiffres. S'il y a de plus en plus de condamnations, c'est qu'il y a peut-être plus de crimes ou de délits aussi. Ou il y a peut-être plus en plus de réponses. Il y a deux choses aussi, c'est que la population augmente. Ça, personne n'en parle jamais. C'est qu'en fait, non, mais après, donc statistiquement, il y a plus de points. Voilà. Après, il y a la deuxième chose aussi. Il y a des événements qui arrivent. Là, je crois que tu as cité des chiffres de 2016. Il y avait l'Euro 2016 à ce moment-là, et ce qui fait qu'il y a des pics. En 2024, on aura un pic de la délinquance sur Paris. Donc après, c'est pour ça les chiffres ne sont pas comparables d'année en année, parce que les événements internationaux ne sont pas les mêmes, et la population sur le territoire n'est pas les mêmes. Donc il y a déjà ce premier point. Le deuxième point sur la réponse pénale. Après, effectivement, il y a des choses qui ne nécessitent pas forcément la prison, mais qui ne nécessitent pas rien. Aujourd'hui, on n'a pas de peine alternative. Moi, j'aime bien quand les gens vont faire des tiges. Je donne toujours l'exemple, quelqu'un a fait un tag, vas-y, va nettoyer le tag. Déjà, la personne aura son mur propre, toi, tu auras cassé les pieds de le nettoyer, et c'est fait. Mais réponse, il n'y a personne pour les encadrer. Donc une fois de plus, c'est ça. Et troisième chose aussi, la prison aussi, il faut que ça serve à réhabiliter les gens pour qu'ils retournent dans la société. Aujourd'hui, c'est l'école du crime. Il y a des gens qui vont là-dedans, ils font un réseau de contacts. Il y a des idées à se prendre dans les pays du Nord, où justement en France, et c'est choquant, on met des mini-golf dans les prisons et des choses comme ça. Bon, très bien, il y a des gens qui n'ont pas de mini-golf, du kart. Dans les prisons du Nord, il y avait quelque chose d'assez intéressant. Dans les pays nordiques, des fois, on peut s'inspirer. On dit aux gens, voilà, vous allez pouvoir vous installer dans la prison. Par contre, c'est vous qui allez faire la blanchisserie, qui allez faire les repas, etc. Vous ne voulez pas le faire, vous n'allez pas manger, vous allez vivre dans votre merde. Et ça permet de revivre en communauté. Donc, c'est de savoir qu'est-ce qu'on se sert de la prison. C'est-à-dire qu'il faut que les gens comprennent qu'ils soient privés de liberté. Et derrière, il faut qu'ils puissent retourner dans la société. Parce que s'ils font leur peine de prison et qu'ils ressortent encore plus dangereux, on a tout raté. Et dernière petite chose aussi, la difficulté du système judiciaire en France, c'est que l'exemplarité devrait venir à la tête de l'État. On parlait des mouvements étrangers, à l'étranger. Quand M. Darmanin a été nommé en France au poste de ministre de l'Intérieur, la BBC donc BBC comme ça, journal anglais qu'on ne peut pas traiter d'extrémiste, qu'on peut dire tout ce qu'on veut, titrait « Emmanuel Macron protège son ministre accusé de viol ». Voilà pour ce qu'on passait à l'étranger. On n'a pas un ministre de la Justice. Ensuite, j'allais venir. En examen, nous avons un ministre de la Justice mis en examen. Un secrétaire général de l'Élysée mis en examen. Avec une réponse assez lunaire d'Olivier Véran qui dit Emmanuel Macron a dit oui, le principe, on ne peut pas être mis en examen et ministre. Puis il a dit oui, c'est le principe, mais l'application, on fait autre chose. Donc en fait, la crédibilité, moi j'ai eu ça à plusieurs reprises quand je faisais mon travail sur le terrain de gens. Comment vous pouvez travailler pour des gens comme ça ? Comment vous voulez qu'on nous demande d'être respectueux des lois quand les gens sont au-dessus des lois, au-dessus, ils font n'importe quoi, ils ont des conflits d'intérêts. Et il y avait une chose qui avait été choquante une année aussi, c'est la disproportion des peines entre quand les gens sont au-dessus dans l'État. Il y avait la même semaine, c'était dans le sud-ouest de la France, une personne du conseil général, du conseil régional qui avait été pris pour détournement de fonds, 300 000 €. Donc c'était dans la presse, c'est pris une petite amende, 10% de la somme, voilà, vous remboursez, on est entre amis. Et la même semaine, quelqu'un qui avait volé une boîte de sardines, un paquet de riz parce qu'il ne pouvait pas manger, lui c'était besoin de nécessité pour le coup, récidiviste, il ne pouvait pas manger la semaine dernière, repris, lui s'est pris 3 mois de prison ferme. Donc en fait, il y a ce côté, les gens ne comprennent plus en fait. Il n'y a plus de justice. Si l'exemplarité ne vient pas d'en haut, qu'est-ce qu'on va demander aux gens d'être exemplaires? Donc au fur et à mesure, c'est toute la société qui se délite si la tête est pourrie. Ça, vous rejoignez absolument le chat, Alexandre, parce que tout le monde me dit il faudrait que ce soit les politiciens qui soient en prison en fait. C'est ça. Parce que... Et on revient sur le problème de la réforme de l'APJ qu'on a abordé la semaine dernière, où en fait, on a l'impression que cette réforme, bon à tout, bon à rien, ils sont en train discrètement de mettre le système de police judiciaire à mal, de le détruire en mettant des gens qui font de la police route habituellement. Il n'y a pas de sous-métier, hein, mais je veux dire, chacun sa spécialité. Comme j'expliquais la dernière fois, un officier de police judiciaire, il a une formation et un concours qui sont intenses, qui demandent des savoirs certains et du temps à n'être investi que dans le judiciaire. Si aujourd'hui, vous l'envoyez faire de tout et de rien, déjà, si sa vocation, c'est pas de faire de la PJ, il n'en a rien à cirer. Quand la personne va venir, elle va déposer sa plainte.
il va faire du classé sans suite, on va appeler ça. Et puis, surtout, la délinquance en col blanc, avec le fait de chapeauter directement dans les préfectures, ça ne va jamais monter plus haut. Vous aviez des organismes qui étaient complètement indépendants et qui pouvaient mener leurs enquêtes jusqu'à un certain niveau, j'ai envie de dire en sous-marin. Ce qui fait que ça permettait de remonter des gros réseaux de trafic d'influence ou de corruption, des choses comme ça, où là, la délinquance en col blanc tombait. En arrivant sur un système de PJ tel qu'il est prévu de faire, forcément, cette délinquance-là, elle va augmenter parce qu'elle va pouvoir tout camoufler. Et on va même plus loin, ils ont déjà eu l'expérience en fait. Parce qu'en fait, voilà, Gérald Darmanin se prend pour Clémenceau. Alors Clémenceau le petit éventuellement. Mais il y a une chose, ils ont déjà expérimenté avec les réformes DRG. Ils ont transformé ça en information générale et renseignement territorial. Avant, c'était une direction indépendante. Et après, c'est passé une sous-direction, ou après une sous-direction de la sécurité publique. Qu'est-ce qui s'est passé? Les moyens DRG, qui était un service qui coûtait cher parce qu'il y avait besoin de filatures, etc., siphonnaient pour refaire les commissariats et les voitures. Parce qu'en fait, le budget, on avait dit, on va vous garantir le budget. Les gars, ils ont dit, on a un budget, on va le prendre pour les priorités. Donc, c'est plus le renseignement. Ce qui fait que l'État français, pour prendre ses décisions, aveugle, au petit doigt mouillé. Mais de toute façon, à la limite, ils voulaient juste des stats avec des beaux chiffres, qu'on leur dise que ça va bien. Donc, deuxième chose aussi, ce qui s'est passé, des gens qui étaient formés au renseignement, qui est un métier particulier. Ils se retrouvaient des fois à faire la circulation, à faire des bouches-trous pour différentes missions. C'est-à-dire qu'en fait, on perd des spécialités. La PJ veut faire la même chose. Et avec quelque chose aussi important, c'est quand les gens arrivaient en réunion préfecture, les directeurs. Il y avait le directeur de la sécurité publique, le directeur de la police judiciaire, le directeur des renseignements généraux. Chacun était directeur. Ils ne dirigeaient pas les mêmes effectifs, mais ils avaient les mêmes barrettes sur les épaules. Et puis, ils pouvaient dire les choses. Après, maintenant, quand le directeur de la sécurité publique, il dit « Moi, la délinquance, elle baisse parce que c'est ma priorité pour ma prime. » Donc, ton rapport qui me dit « Ça ne va pas », ça, je l'enterre. Et moi, je l'ai vécu. On a eu, il y a quelques années, sur Carrière-sous-Poissy, il y a eu le cirque qui avait été brûlé, etc. Parce qu'il y a eu un rapport des renseignements territoriaux qui disait « Attention, ça ne va pas, il y a un problème. » Voilà. Et le problème, c'est que la sécurité publique a dit « Tout va bien. » Et demain, qu'est-ce qui va se passer? Ce sera une seule tête qui va parler et qui dira « Tout va bien, Madame la Marquise. » Donc les chiffres seront bons, la sécurité continuera de se dégrader, les enquêtes continueront d'être couvertes. Et la réponse du parquet financier, parce que voilà, il n'y a pas de réponse parce qu'il n'y aura plus de service pour s'occuper du parquet financier. Alors, il y a un dernier point que je voulais qu'on aborde, parce que le gong a sonné, mais je voulais quand même qu'on termine sur un dernier point, c'est le lien entre délinquance et immigration. On a beaucoup entendu parler ces dernières semaines. C'est un sujet qui a occupé la classe politique. Alors moi, je suis allé voir un peu les chiffres, et surtout comparer les deux pays que je connais, qui sont la France et l'Italie. Alors, voilà, on a effectivement ici un chiffre. Donc on a 16% des condamnations qui concernaient des étrangers. En Italie, on a 30% des délits de 2020 qui sont commis par des étrangers, qui eux représentent 8,5% de la population. En France, donc on a en effet les chiffres, et on a donc 16%. On a, voilà, 1er janvier, 82 260 personnes étaient écrouées, dont 65 339 Français et 17 520 étrangers. Il y a 5,8% d'étrangers en France, c'est la part de la population nationale, et donc on a une surreprésentation des actes de délinquance commis et dans le nombre de personnes écrouées. Alors, l'explication qui est donnée par les analystes, c'est de dire, oui, c'est vrai, simplement attention, parce que d'abord, la délinquance, elle n'est pas uniforme. Vous allez retrouver effectivement principalement des filières. Voilà, c'est le premier point. Et le deuxième point, vous allez avoir également un autre élément qui est que vous ne comptabilisez pas là-dedans, quand vous dites 5,8%, vous ne comptez pas les étrangers en situation irrégulière. C'est-à-dire que pour faire simple, il faudrait avoir un ratio plus élevé parce qu'il faut compter dans les étrangers en situation irrégulière, et donc ça vous ferait baisser mécaniquement, au fond, la proportion. Vous voyez ce que je veux dire? Sauf que ce raisonnement, il m'embête. Parce que les étrangers en situation irrégulière, ils sont déjà en situation de délinquance. Le fait d'entrer sur le territoire ou de se maintenir sur le territoire irrégulièrement constitue en soi un délit, en fait. Et donc, qu'est-ce qu'on en déduit de ces chiffres? Est-ce que donc il y a bien, messieurs, une surreprésentation des étrangers dans les délits? Et est-ce qu'il faut en déduire? Et du coup, qu'est-ce qu'il faut en déduire? Et comment on règle le problème?
Alors, il y a plusieurs choses une fois de plus, c'est que qui tombe dans les délinquances en premier? Quel type d'étranger on met? C'est ce que je dis toujours en rigolant. Effectivement, ça va être les gens qui sont plus dans le besoin et la misère sociale. Plutôt que de chercher une voie pour peut-être plus honorable ou justement de trouver un travail et de faire les choses, ils vont choisir la facilité. La deuxième chose qui est importante, c'est qu'il y en a qui arrivent par des réseaux. Il y a des réseaux, ce que je disais, maintenant c'est plus le grand banditisme, c'est des réseaux. Il y a les Comoriens qui tiennent tel quartier, les Marocains, les Algériens, ils font venir des gens pour justement développer leur réseau, parce que c'est des gens qui connaissent, qui peuvent tenir. On a aussi les Roumains, la mafia russe, enfin il y a différents... chaque nationalité amène ses ressortissants pour détendre son réseau mafieux ou de délinquance. Donc il y a ce côté-là. On va dans le quartier des ambassades, il n'y a pas de problème, hein, je veux dire, il y a d'autres problèmes peut-être, mais ce n'est pas le problème de la délinquance et de la criminalité qui embête le quotidien des gens. Donc il y a ce côté-là. Donc en fait, c'est qu'est-ce qu'on fait pour justement, une fois de plus, de faire accueillir les bonnes personnes. Il y a aussi la deuxième chose aussi qui avait été en place par Nicolas Sarkozy à l'époque, qui avait dit les gens, comme on met trop de temps à dire s'ils doivent être régularisés ou non, on va leur donner une indemnité entre 300 et 400 euros tous les mois, parce que ça prend 11 mois en moyenne encore aujourd'hui. C'est pas digne. Soit on dit aux gens vous pouvez partir, soit vous pouvez partir, mais aller vivre avec 300 euros en France, c'est compliqué. Donc en fait, il y a aussi des choses où les politiques essayent de mettre la misère sous le tapis. Derrière, les reconduites frontières, ça leur coûte une fortune, mais il faut quand même en faire. Et une dernière petite chose, ils truquent aussi les statistiques sur les reconduites frontières, parce que Mayotte est retiré des statistiques aussi, par exemple. Parce qu'ils font 50% des statistiques juste l'île de Mayotte. Donc voilà, donc en fait, on est sur un jeu de dupes au final, où la vraie question, c'est après, est-ce que c'est l'étranger ou pas qui compte? Non, c'est que la personne a commis un acte délictuel ou criminel. Et après, il faut regarder qu'est-ce qu'ils ont fait. Parce que l'autre chose aussi, c'est qu'on avait eu, c'était un des fils de Kadhafi à l'époque qui avait tué des gens sur un accident. Lui, c'était pas grave. Diplomatie, on laisse couler. Donc en fait, il y a aussi ce côté où les gens ne comprennent plus. Il y a des gens qui ont des passe-droits parce qu'ils ont le corps diplomatique. Il y en a d'autres qui sont accueillis, on prend toute la misère du monde et puis du coup, on fait rien pour les accueillir dans de bonnes conditions. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Les gens essayent de survivre. Donc voilà, donc il y a tout un contexte qui peut aboutir qu'à une explosion de la criminalité étrangère. Voilà. Le problème n'est pas forcément, c'est pas l'essence des personnes. Non, mais c'est quelqu'un qui vient d'un pays de culture extrêmement différente à la France. Déjà, il arrive en France dans des mauvaises conditions économiques et en plus, il n'a pas la même culture. Il se retrouve dans des quartiers où il est entouré de gens d'une culture différente et tout ça, ça rend complexe l'intégration. Et ça, évidemment que ça peut pousser au crime. Mais en plus, ça dépend, c'est encore plus complexe parce que les Asiatiques s'intègrent extrêmement bien dans la société, généralement. Leur délinquance est différente entre eux. Voilà, est différente. Mais il n'y a pas de la délinquance, de violence, etc. Très clairement. Il y a également le problème où on ne compte pas dans les statistiques au niveau générationnel. C'est-à-dire que quelqu'un qui est arrivé et qui a été naturalisé français, donc ses enfants automatiquement vont être français, donc ils ne seront plus étrangers s'ils commettent des délits ou des crimes, peu importe, mais on s'arrête à cette génération. Les générations précédentes ne sont pas dedans, donc forcément, là aussi, ça joue sur les chiffres, c'est indéniable. Après, sur ça, c'est qu'en fait, il y a aussi, voilà, sur ça, en fait, c'est la situation fait finalement la qualificative d'étrangers. On peut en parler dans les stats, mais oui, ils sont français, donc c'est terminé, ils sont français. Là, le problème, c'est un problème politique depuis des dizaines d'années où il n'y a pas de politique d'intégration, on accueille. Oui, bien évidemment, mais on a le problème majeur aujourd'hui où, via l'Europe, on est en train massivement d'injecter du migrant. On en a mis plein les villes, on ne sait plus quoi en foutre, on les balance dans les campagnes, mais sous les mêmes conditions. Ce n'est pas plus digne de les accueillir en France parce qu'on est incapable de les accueillir dignement que de les laisser chez eux. Donc c'est complexe. Il y a un cercle vicieux là-dedans, puisque d'un côté, on a des problèmes diplomatiques pour reconduire des étrangers, mais ici, on parle, on ne parle que des étrangers en situation régulière. Ouais. Et moi, je veux parler sur les OQTF et les étrangers en situation irrégulière. La directive retour de l'Union européenne, tout le monde peut la trouver sur Google, je crois qu'elle date de 2008. C'est ça qui nous empêche. Il faut attraper 2 fois un clandestin avant de pouvoir l'expulser, déjà. La première fois, il part librement. Et après, donc, il faut le rattraper une autre fois, 2 mois, 6 mois plus tard, pour pouvoir. Donc ça gêne considérablement. La deuxième chose, il y a tout un tas de lois, d'ailleurs, de l'Union européenne, la politique de visa, tout ça qui empêche de gérer tout cela. Et puis, il y a aussi le courage des politiques françaises. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut imposer à l'Algérie et au Maroc de reprendre leurs ressortissants. Quand c'est des clandestins, c'est régulier. Il suffit d'arrêter de leur dire, eh bien, le commerce avec la France, ça va être réduit de façon drastique. Tous les gens qui sont en France, pendant un certain temps, on va bloquer les envois d'argent là-bas. On ne va pas payer les retraites des gens
Algériens qui sont en Algérie, vous voyez, qui sont retournés vivre. On ne fait pas ça pendant 2 semaines et c'est terminé. Ils reprennent les gens. Vous voyez, mais c'est un bras de fer. Il y a un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut. Les gens là se moquent de nous en reprenant en pas supprimant le corps citoyens. diplomatique, On va ça va passer- beaucoup plus vite. Juste une chose sur ça, ce qu'on oublie sur l'immigration aussi, il y a aussi la circulaire Valls, qui est une pourriture pour les policiers qui travaillent sur l'immigration. Donc il a conduit, je ne sais plus en quelle année, enfin voilà, quand il était au gouvernement, qui veut dire qu'en fait, quand on arrive à prouver qu'on est 6 ans irrégulièrement en France, on est régularisé. C'est-à-dire que la France pond des lois en disant si vous fraudez, on va vous régulariser. Plus vous fraudez longtemps, mieux c'est. Et mieux ce C'est sera. ça. Donc je veux dire, à partir de là, et j'ai des amis qui travaillent dans la police, justement, de la lutte contre l'immigration, contre les filières, etc. Mais même, ça va même plus loin que ça. On a des gens qui viennent témoigner en disant, voilà, moi j'étais dans une filière, j'ai été exploité par Telcel, parce qu'en fait aussi, l'immigration derrière, il y en a qui ne veulent pas la limiter, parce qu'ils ont besoin de la manœuvre au noir, ils ont besoin pour faire tourner les chantiers, ils ont besoin de tout ça. Donc il y a tout un système économique qui tient sur ça. Et donc du coup, qu'est-ce qui se passe ? Ils interrogent des gens qui ont été chopés sur un chantier clandestin en disant, écoutez, là, nous, ce qui nous intéresse, c'est de faire tomber le réseau. Vous, on peut s'arranger pour faire les papiers, si vous faites les choses, vous avez bossé, voilà, vous avez été, entre guillemets, vous n'avez pas posé de problème. Mais ils disent non, parce que derrière, on a d'autres qui doivent venir par le réseau. Donc nous, si jamais vous nous renvoyez ou qu'on reste, mais après les autres qui ne peuvent pas venir parce que le réseau, il y aura des pressions au pays, et ça va être compliqué. Donc la circulaire de l'État français, commandée par Valls, engendre la situation de l'immigration clandestine. Donc on est chez les fous, en fait, en France. Alors essayons de passer, essayons de voir ce qu'il y a à retenir de cette séquence qui est passionnante et qu'on n'a pas fini encore, qu'on n'a pas fini d'explorer. Mais on a une augmentation des atteintes aux personnes, mais une baisse de celles aux biens. Ça, c'est un. Alors l'escroquerie est en nette hausse, et on a une surreprésentation des étrangers dans la délinquance comme partout en Europe, et on n'a pas forcément de laxisme judiciaire dans l'ensemble. On a effectivement probablement une difficulté d'application des peines, et en tout cas, je partage assez cet avis d'accompagnement en fait des peines. Qu'au fond, et c'est là où les Français se trompent à mon avis, en voulant effectivement réclamer à chaque fois de l'enfermement. L'enfermement pour l'enfermement ne suffit pas. Ça n'est pas possible. Et c'est le problème de ce pays, c'est que nous n'avons aucune politique globale. Nous n'avons pas de capitaine à bord du navire avec un cap clair. Et c'est vrai en matière de santé, c'est vrai en matière de justice, c'est vrai en matière d'immigration, c'est vrai en matière d'aménagement du territoire, c'est vrai en matière économique. Nous n'avons pas de capitaine qui fixe un cap. On a l'impression que les gens louvoient et se contentent de situations, de réponses simples à des problèmes complexes. Parce que, et je termine sur ce point, je vous donne un exemple qui, moi, me frappe à chaque fois et qui m'agace au plus haut point. On me parle de démographie médicale et on m'explique donc que finalement, il faudrait donc obliger les médecins à s'installer en zone rurale. Pourquoi pas ? Mais si on veut obliger les médecins à s'installer en zone rurale, pourquoi on a fermé la poste en zone rurale ? Pourquoi est-ce qu'on a une désertification aujourd'hui zone rurale ? Pourquoi est-ce que rien n'est fait pour avoir une politique d'aménagement du territoire qui soit une politique... Moi, pour le coup, j'habite en zone rurale, c'est juste l'enfer au bout d'un moment. C'est-à-dire qu'en fait, la SNCF vous explique que vous n'existez pas, les bus ils vous expliquent que vous existez éventuellement pendant les heures scolaires, mais pas plus tard. Donc, très bien, ça préservait de quelque chose. Mais en même temps, on n'a pas de capitaine à bord du navire. Je crois que c'est le drame de ce pays, c'est qu'au fond, on n'a pas de capitaine à bord du navire. Mais laissons cela, et sans désemparer, allons tout de suite aborder ce deuxième sujet, qui est de savoir où est-ce qu'on en est sur le plan économique. Covid, guerre en Ukraine, grève chez Total, les crises se succèdent, n'en finissent pas et mettent à mal le moral des Européens et des Français. Sur le plan économique, la situation semble terrible, avec une augmentation des prix à la consommation, une explosion des coûts de l'énergie et une pénurie d'à peu près tout, passant du gasoil à certaines matières premières ou encore aux médicaments. L'inflation sur la zone euro bat des records et malgré des indicateurs en berne, des milliards sont dépensés pour soutenir la guerre en Ukraine, plongeant bon nombre de citoyens du vieux continent dans l'incompréhension. La question est sur toutes les lèvres. Quel est l'état exact de l'économie de la zone euro? Et alors que les Pays-Bas se préparent à pouvoir retrouver leur souveraineté monétaire si la monnaie unique devait continuer à sombrer, l'euro a-t-il un avenir? Est-il le coupable ou la victime de la situation absolument folle que nous traversons? Au-delà de ça, quel a été l'impact du Covid-19 et des mesures inédites de freinage sur l'économie européenne et mondiale? La baisse des échanges internationaux, les mesures nationales de confinement ajoutées au quoi qu'il en coûte, ont-elles impacté l'économie et dans quelle mesure? À la sortie relative de la crise
crise de Covid, a succédé le soutien massif à la guerre en Ukraine, dont on peine à réellement mesurer l'impact sur l'économie. L'inflation est galopante, l'accès aux prêts devient une tâche de plus en plus complexe, tandis que la Chine semble s'enfoncer dans une crise économique sans réel précédent et dont on peine à comprendre les raisons. En somme, il est difficile de s'y retrouver et l'angoisse des Français est largement palpable. Ce soir, nous faisons le point autour de 3 questions. Quel était l'état de l'économie avant le Covid? Quelles ont été les conséquences de la crise sanitaire? Et quel est l'état exact de l'économie française et européenne aujourd'hui? Sommes-nous proches du chaos? Alors, on va aborder le sujet principalement avec vous, Philippe Murer, mais préalablement, je voudrais faire un aparté qui n'a rien à voir. Je voudrais revenir sur une problématique. Vous pouvez arrêter le timer 2 minutes parce que je vais pousser un coup de gueule, un de ces coups de gueule qui me caractérise. Voilà. J'ai regardé un peu les chiffres, là, en général, d'audience. Alors, c'est pas mauvais, hein. Mais quand même, on peut s'interroger sur la notion de communauté. On en parlait tout à l'heure. La communauté. Moi, je m'interroge. J'ai 200 000 followers sur Twitter. Mettons que là-dessus, il y en a une bonne partie qui soit acquise au combat que nous menons. Je m'interpelle, je m'interroge. J'ai beaucoup de monde également qui me suit sur LinkedIn, beaucoup de monde sur Facebook, et on a 22, 23 000 adhérents à l'association. Donc je m'interroge, quel est le prix de la liberté? C'est-à-dire que c'est bien beau, à un moment donné dans ce pays, qu'on crie résistance, liberté tous les week-ends. C'est bien beau que finalement on vienne être des combattants de la liberté sur les réseaux sociaux, mais j'observe que Emmanuel Macron a dû probablement faire plus d'audience que nous ce soir, et j'ai les chiffres en direct là également d'autres émissions, hein. Je pense à TV Liberté par exemple, etc., qui sont également dans les mêmes statistiques que nous. Ce que j'observe donc, c'est qu'au fond il y a beaucoup de gens qui se plaignent, mais peu qui acceptent l'idée de suivre les médias que l'on dit alternatifs. Et ben je vais vous dire les copains, il ne faudra pas vous plaindre quand demain la seule source d'information que vous aurez ce sera BFM. C'est tout, comme ça c'est dit. Voilà, j'ai pas l'habitude de me cacher derrière mon doigt, mais quand ça me saoule, ça me saoule. Je veux dire, et là ça me saoule. Là ça me saoule parce que à un moment, je commence à être saoulé du fait que vous réclamiez de la formation et de l'information, et quand on vous en donne, finalement vous préfériez le tout cuit dans la bouche. Bref. Merci aux gens qui sont là, qui sont également sur TV Liberté, il n'y a pas de concurrence entre les médias, tout le monde est, on est tous dans le même bateau, et on est quand même tous un peu surpris. Voilà, bref, ça devait être dit, ça a été dit. Passons désormais à la question qui nous intéresse de l'économie, qui non pas l'économie de moyens, mais l'économie de tout quoi. Alors, vous avez écrit un ouvrage, Sortir du capitalisme du désastre. Alors j'ai envie de commencer là-dessus, le capitalisme du désastre. Donc, le capitalisme est en train de nous conduire au désastre. Oui, c'est ça que je voulais montrer dans mon livre. Et c'est un désastre économique, social, mais aussi écologique, ça tout le monde le sait, mais anthropologique aussi. C'est aussi le capitalisme total qu'on a est en train de tout détruire. Et c'est d'ailleurs un capitalisme de plus en plus de prédation. L'ubérisation, c'est la prédation des gens qui sont payés sous le SMIC en étant précaires, en étant auto-entrepreneurs, donc entrepreneurs mais payés en dessous du SMIC, c'est de la prédation. Il y a de la prédation booking, c'est de la prédation sur les revenus des hôtels. Ils prennent 15% sur le revenu d'un hôtel, à part quelques messages électroniques, alors que le travail est gigantesque derrière. Et donc on a accepté une économie de prédation et qui est en train de détruire peu à peu, mais tout l'Occident. C'est pas la France, hein, c'est tout l'Occident. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre. Je voudrais essayer de comprendre. Pardonnez-moi, mais je ne comprends plus rien sur le plan économique. Là, je suis complètement perdu. C'est-à-dire que je ne sais pas d'où on vient, je ne sais pas où on est et je ne sais pas où on va. Et je pense que je ne suis pas le seul. Essayons de revenir en arrière, si vous voulez bien. Revenons en février 2020, en mars 2020. Le Covid nous tombe dessus. Le pays, le monde est à l'arrêt, tout le monde s'arrête, donc l'économie s'arrête, en fait. La Chine en premier, et le reste du monde s'arrête. Du coup, j'ai envie de dire, quel était l'état de l'économie au moment où le monde s'arrête? Alors, avant que le monde s'arrête, on était dans un cycle qui durait très très long, économique, très particulier, puisqu'il durait de 2019 jusqu'en 2020. On a eu un cycle complet de croissance. Lente, très lente, mais de croissance. 11 ans. D'habitude, les cycles durent 6-7 ans.
Mais surtout, pour vous éclairer, vous dire vraiment la grande boussole qu'il faut regarder sur l'économie, c'est qu'on était dans un cycle de 40 ans, en fait, marqué par la désindustrialisation de l'Occident, et cette industrie est partie en Asie. Et vous avez remarqué qu'avec cette industrie qui est partie, la prospérité a suivi. La prospérité est partie de l'Occident petit à petit pour aller vers l'Asie. Et c'est parfaitement normal parce que l'industrie est la clé de la prospérité. On peut l'expliquer de différentes manières, mais faisons-le de façon très simple. Quand vous faites un graphique où vous mettez la production industrielle par habitant et le PIB par habitant, vous voyez que c'est une droite. Tout en haut de la droite, vous avez la Suisse. Plus vous avez d'industrie, plus vous êtes prospère. 2 fois plus d'industrie que la France par habitant, 2 fois plus riche que la France par habitant aussi. Donc des salaires 2 fois plus grands. Un SMIC d'ailleurs qui est même plus que 2 fois plus grand. Et puis tout ensuite, vous avez les pays intermédiaires, la Chine, etc., qui par habitant n'est pas si industrialisé que ça pour l'instant. Et tout en bas, les pays du tiers-monde. Voilà, donc c'est une droite. Donc si vous détruisez l'industrie, ce qu'on a fait avec le libre-échange, avec la concurrence généralisée en fait dans le monde, les entreprises, l'industrie est allée chercher les plus petits salaires en Chine et dans d'autres pays. Elle a déserté l'Occident et avec elle est partie la prospérité. Et ça a été remplacé, vous le voyez bien, vous allez le reconnaître dans votre vie de tous les jours, ça a été remplacé par la finance, par les paradis artificiels de la finance. Oui, en fait, c'est l'artifice. C'est de l'artifice. Il n'y avait plus de création de richesse dans l'économie réelle, donc on en a créé avec des taux zéro, de la planche à billets, en faisant monter les prix de l'immobilier de façon délirante, ça enrichissait ceux qui en avaient, et en faisant monter les bourses, les obligations d'État. Tous les gens qui avaient des patrimoines ont complètement explosé. Voilà. Avec les inégalités. Moi j'ai un chiffre, j'ai mis longtemps à le trouver, les 500 plus grandes fortunes françaises, celles qui sont dans Challenge en fait, le magazine Challenge tous les ans, en 95, ils avaient 70 milliards d'euros de fortune, en 2020, donc juste avant le Covid, 1000 milliards d'euros de fortune. Donc on a fait x15 en fait sur le niveau de leur fortune. Ce qui n'est pas du tout le cas de Monsieur Tout-le-Monde. Lui, s'il avait 100 000 euros de fortune en 95, il n'avait pas 1,5 million. Mais alors du coup, qu'est-ce que vous dites? Vous dites qu'effectivement, on a creusé de manière absolument abyssale les inégalités. Exactement. Et on a creusé la dette, et la dette publique, la dette privée, pour cacher cet appauvrissement et essayer de pousser la croissance qui était poussive en fait, on a fait, dans l'Occident. Cache-misère. C'est un cache-misère, on a fait tourner la planche à billets. Oui. Donc ça, on est juste avant le Covid. Exactement. On était dans un état d'endettement public avancé. On se souvient de François Fillon qui disait que le pays était en cessation des paiements. Bon, il a dit une grosse bêtise, c'était en 2011. D'ailleurs, on voit qu'il a dit une énorme bêtise, puisqu'en 2022, on a doublé la dette et on n'est pas en cessation de paiement. Le Japon, pour vous dire, est à 280% de dette sur PIB, la dette publique. Et bon, après, eh bien, le Japon n'a pas de problème de cessation de paiement. Pourquoi? Parce qu'en fait, bon, la dette, c'est quelque chose de compliqué, mais la dette publique, si vous voulez, la Banque centrale japonaise a racheté la moitié de la dette publique japonaise. Donc en fait, en 10 ou 15 ans. Donc en fait, cette dette publique peut être annulée du jour au lendemain, il n'y a plus que 140%. Vous comprenez? Donc la dette, c'est quand même, on peut jouer au bon taux avec, et la dette publique, c'est facile de la racheter, puisque c'est la dette de tout le monde, on la rachète en faisant un peu de création de monnaie. Donc ce n'est pas un sujet. L'important, c'est la création de richesses réelles, l'industrie, l'économie réelle dans un pays. Alors, ok. Le fait est que donc, le Covid nous tombe dessus. Nous ne sommes pas, au moment où il nous tombe dessus, dans un état très très bon quand même. Le malade est déjà bien atteint quand même. Bien sûr. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est vous me parlez d'endettement. Donc on a manifestement un endettement important, avec une absence de création de richesse. On n'est pas quand même le pays le plus industrialisé, on n'est pas le pays le plus prospère sur le plan industriel. Et le Covid nous tombe dessus. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va freiner de manière brutale, au fond, la création de richesse. Ah oui, on a tout arrêté. On a tout arrêté. Enfin, je veux dire, il faut quand même mesurer ce qu'on a fait. On a, d'un seul coup, mis à l'arrêt toute la production de tout, en fait, de matières premières, donc de toute la création de richesse, en fait. Toute l'industrie en tant que telle. Ouais. Dans tout l'Occident, hein. Tout l'Occident, pratiquement. Oui, et que la Suède qui ne l'a pas fait. Et on va voir les effets. Mais le premier à l'avoir fait, c'est la Chine, pour le coup. C'est vrai. Effectivement. Et du coup, ma question, elle est la suivante. À ce moment-là, ce qui est très étonnant, c'est que d'un côté, on ferme tout. Donc on n'a plus l'industrie aérienne, tout ce qu'on sait, l'économie est à l'arrêt. Et de l'autre, on vient injecter de l'argent public, notamment en France, dans le quoi qu'il en coûte. En fait, tous les pays ont fait du quoi qu'il en coûte.
tous les pays qui ont confiné ont été obligés de faire du quoi qu'il en coûte. Vous arrêtez les entreprises. Donc les entreprises ne produisent plus de richesse, donc il faut les aider, sinon les restaurants auraient fait faillite avec tous les remboursements qu'ils ont, et les autres entreprises. Et puis il faut payer les salariés à la place des entreprises, parce que les entreprises n'ont plus de recettes, donc elles ne peuvent plus payer de salariés. Donc en fait, c'est l'État qui a tout payé, c'était le quoi qu'il en coûte. Et puis en plus, il n'y avait aucune recette fiscale qui rentrait. Le coût de ça, c'est grosso modo 600 milliards d'euros d'endettement en plus en France. Mais aux États-Unis, c'est encore pire. C'est 7 000 milliards d'euros en 2 ans d'endettement en plus qu'ils ont pris. C'est une somme gigantesque. Quoi. Et il y a un seul pays, c'est pour ça je finis. Il y a un seul pays qui n'a pas eu de hausse de l'endettement public, et d'ailleurs privé non plus, c'est la Suède, parce qu'elle n'a pas confiné. L'endettement est le même avant et après le Covid. Donc voilà. Et d'ailleurs, ils ont des résultats sanitaires qui sont aussi bons que les nôtres. Et puis, ils n'ont pas embêté les gens pendant 2 ans, à les confiner, à les empêcher, à mettre des masques partout sur les gamins, etc. Oui, mais alors du coup, ce que j'essaye de comprendre, encore une fois, je veux dire, pardon, mais j'ai du mal à réaliser. On a un pays qui est endetté, oui, qui a fait marcher la planche à billets, qui a déjà un problème de création de richesse. Oui. On va d'un seul coup, éliminer toute la richesse possible, ne plus rien faire circuler. On met de l'argent, ok, mais la conséquence c'est quoi? C'est de creuser la dette en fait. C'est de creuser la dette publique, mais ce qui est le plus gênant, c'est la dette publique qui est, c'est la dette de la France parce qu'on fait du déficit commercial. Le problème réel, c'est le déficit commercial. Quand la France fait 60 milliards de déficit commercial, il faut que la Maison France, d'une manière ou d'une autre, aille emprunter ces 60 milliards à l'étranger. Que ce soit les entreprises privées, n'importe comment, mais il faut que, ou alors que des gens de l'étranger viennent acheter des biens en France et se payent directement sur la dette. Et c'est ça le vrai mécanisme d'appauvrissement. C'est vraiment quand on fait du déficit commercial qui impose de la dette en monnaie étrangère. Parce que la dette dans notre monnaie, c'est embêtant, mais on peut toujours la gérer. Mais alors, pardonnez-moi, mais je vous pose une question très concrète. C'est quoi la conséquence pour les gens, pour nous là? J'aurais une question aussi. Pour nous, c'est quoi la conséquence? La conséquence de quoi? De tout ça là. De toute cette dette publique? Ouais. Mais tout ça, du déficit commercial. La conséquence, c'est que de toute manière, on est en appauvrissement constant. Regardez le paysage de la France aujourd'hui. En fait, qu'est-ce qu'a fait Macron et même avant? On crée des petits boulots d'auto-entrepreneurs, petits boulots de service, des gens qui vont livrer à vélo, qui font des petites choses comme ça. Donc, petits boulots à peu de valeur ajoutée. On fait du tourisme aussi, et de plus en plus du tourisme de bas de gamme. On le voit tous à Paris, il y a de plus en plus de tourisme, même aujourd'hui il y en avait plein. J'ai voyagé à Paris, il y en avait plein. Et on détruit l'industrie. Et aussi on détruit les services publics, vous êtes d'accord? Et c'est quoi le paysage d'un pays comme ça, avec des petits boulots, beaucoup de tourisme, plus d'industrie et pas de services publics? C'est un pays du tiers-monde. En fait, on se tiers-mondise. L'image de la France, de plus en plus, glisse vers le pays du tiers-monde. Et ça, au-delà des chiffres de l'INSEE, etc., c'est ça la réalité. Et moi, j'aurais une question, justement. De mon point de vue, en fait, pour moi, l'économie, c'est ni plus ni moins qu'une création de richesse par une transformation d'énergie. C'est-à-dire qu'une industrie, pour qu'elle fonctionne, il lui faut de l'énergie. Oui. Et cette énergie, elle la transforme. Et à la base, on va prendre un agriculteur dans les temps reculés, et l'énergie qu'il mettait pour piocher, etc., ensuite, il le transformait en légumes, qui mettait de l'énergie, etc., il les revendait et ça devenait du financier. Pour moi, c'est la même chose avec la totalité de l'économie, c'est de l'énergie. Est-ce que les mesures aujourd'hui qu'impose l'Europe ne sont pas en train de creuser encore plus ce problème? Ça, c'est parfaitement juste. On se prive complètement d'énergie. Qui, si j'ai bien compris, en fait, permettait d'avoir une... L'économie, c'est de l'énergie transformée. On ne peut que vous donner raison. C'est parfaitement juste. L'Europe, qu'est-ce qu'elle fait? Et la France, l'Union européenne, ils ont décidé de se passer d'un tiers de leur approvisionnement en énergie d'un coup, c'est-à-dire l'énergie russe. Grosso modo, c'est ça le plan. Effectivement, on n'a jamais vu ça et c'est un suicide économique. Parce que ça aura 2 conséquences. Une énergie très chère, donc des entreprises qui vont délocaliser. On paye... J'ai regardé le gaz, en ce moment, on est autour de 5 fois le prix du gaz américain. Et le gaz est très utilisé dans l'industrie. Et donc, il y a plein de boîtes françaises et allemandes qui vont délocaliser aux États-Unis ou en Asie leur production quand ils dépendent du gaz et que le gaz coûte très cher. Ça fait fermer Duralex, Arc, des industries énergivores. Puis quand vous perdez vos industries de base qui font du verre, qui font de l'acier
Et tous les besoins, vous perdez l'industrie finale qui utilise cet acier, ce verre, etc. Donc effectivement, c'est une folie absolue ce que fait l'Europe, surtout que si ça continue comme ça, c'est plus... En fait, pour régler ce problème de gaz, ça sera 3 à même plutôt 5 ans pour avoir soit des pipelines vers l'extérieur, soit avoir des bateaux méthaniers, des terminaux. C'est 5 ans pour construire tout ça. Pendant 5 ans, on va souffrir. Et pendant 5 ans, on va s'appauvrir. On revient sur un point qui est la fameuse inflation. Oui. Qui occupe tout le monde en ce moment. Oui. Là, il y a un article de La Croix qui titre du 30 septembre 2022, zone euro, l'inflation bondit à 10% en septembre, nouveau record. On a des records d'inflation. Jamais vu depuis 1980, ça. C'est absolument clair. Alors, on est sur un taux qui commence à inquiéter les marchés, qui commence à inquiéter tout le monde. La BCE commence à s'inquiéter aussi, là. Mais plus que s'inquiéter, là. Oui, alors, ce qui est amusant, c'est que, enfin, c'est pas amusant, mais parmi les composantes de l'inflation en zone euro, on a les prix de l'énergie qui ont connu la hausse annuelle la plus élevée, d'accord, donc 40% quand même. Mais alors, ce qui est étonnant ou pas d'ailleurs, mais plus étonnant pour moi, c'est qu'on a la flambée également des prix de l'alimentation, puisqu'on a quand même 11,8% en septembre d'augmentation contre 10%. Mais beaucoup d'énergie pour faire de l'alimentation. On se prive du marché des engrais. Je crois qu'on importait et en plus, pas loin de 60% des engrais français étaient importés de Russie ou d'Ukraine. Sur l'alimentation, en plus, l'année dernière, l'été d'avant, 50% d'augmentation des prix des matières premières alimentaires. Donc il y a ça. Et il y avait une question que je voulais poser aussi, parce que là, on parle de l'inflation qui est en train d'exploser. Déjà, il y a 2 choses. On est d'accord que dans l'inflation, ils ne comptent pas l'immobilier. Parce que l'immobilier est mal pris en compte. Et donc, du coup, ce qui veut dire que c'est quand même dans le part du budget des Français, c'est une sacrée part. Donc ça, c'est une première hypocrisie. Et la deuxième hypocrisie, je voulais savoir, parce que là, j'avais suivi un autre copain qui s'appelle Raphaël Rossolo, je ne sais pas si vous connaissez, qui est banquier d'affaires, qui a écrit un livre là aussi il n'y a pas longtemps, mais qui disait qu'on est en récession depuis des années en fait, une récession qui est camouflée. Parce qu'il parlait de l'endettement public, qui peut être intéressant si c'est pour, comme dans les 30 Glorieuses, envoyer l'industrie, investir. Mais il a dit, en fait, depuis 15, 20 ans, 30 ans, en fait, on fait de la dette, mais juste pour maintenir un niveau de vie illusoire. Et là, on arrive au moment où on va payer la facture. Donc, je voulais avoir aussi votre avis sur ça, en disant, on a camouflé la récession, parce qu'on a une classe, une fois de politique qui n'a pas été à la hauteur. Imaginez que, par exemple, votre économie, si vous faites rien, vous avez un budget neutre, vous avez une récession de 1%. Si vous injectez de l'argent public à hauteur de 3%, par exemple, donc vous faites 3% de déficit public en plus, ben là, vous allez arriver à avoir une croissance avec un coefficient multiplicateur, au lieu d'une récession de 1%, vous allez passer une croissance de 3-4%. Parce que lui, ce qu'il disait, donc en fait, voilà, vous injectez de la dette, ça vous permet de faire de la croissance artificielle. Oui, la croissance, il disait qu'on n'arrivait même pas au taux de croissance par rapport à la dette prise. Il disait, on prenait tant de croissance, mais même l'augmentation du taux de croissance était inférieure à la dette, ce qui veut dire qu'en fait, la récession avait déjà commencé. Mais de toute manière, on a un appauvrissement considérable depuis qu'on a décidé le libre-échange, la financiarisation, le néolibéralisme, c'est-à-dire les années Thatcher en gros, quoi, Et ce modèle thatcherien qui a été suivi par petit à petit toute l'Europe. On est passé. Quel modèle européen d'ailleurs. Voilà, exactement. On est passé de dette publique qui était quasiment à 0, il était à 6% en France en 1973, sur du PIB, 20% dans les pays en moyenne, à des dettes de 120% 40 ans plus tard. Donc, vous avez dit, on va bien gérer la dette, ils ont fait exploser la dette. On est passé de taux de croissance qui était de 4% par an, en moyenne sur la décennie, ensuite 3%, 2%, 1% par an en moyenne sur les dernières décennies. Et maintenant, je pense qu'on arrive au point 0, voire négatif, quoi, très clairement. Donc, c'est le modèle économique qui ne va pas, en fait. Parce qu'il y avait une chose que je voulais juste, parce que ça va dans le sens de l'émission complète, c'était sur le fait qu'il y avait un autre, je ne sais plus le nom de l'auteur, mais il avait écrit un livre qui s'appelle « L'esprit malin du capitalisme ». Et l'idée, c'était de se dire qu'en fait, on a confondu capitalisme et néolibéralisme, avec une financiarisation. Et ce qu'ils expliquaient, c'est qu'ils disaient avant, l'économie est au service des êtres humains et la finance au service de l'économie. Et on inversait. Maintenant, l'économie est au service de la finance et l'être humain, qui est normalement le summum de la société, est au service de l'économie. Il dit en inversant les choses, en disant qu'il faut qu'on fasse des choses avec, comme on vit dans l'administration, on parlait des statistiques. On a remplacé la vie réelle de l'économie par des tableaux statistiques. Et j'ai des copains, notamment Raphaël Rossolo, qui était à la Banque Rothschild, qui a dit maintenant on n'est que sur des tableurs Excel. Il dit moi, mon rôle de banquier, il a dit ce qui est intéressant, je suis banquier.
et maintenant c'est des établissements financiers. Les mots sont importants. Il a dit maintenant c'est plus le but de mettre des investisseurs pour qu'ils gagnent de l'argent sur de la production réelle, c'est de mettre des investisseurs pour justement qu'ils fassent de l'argent sur de l'argent. Il y avait cette petite citation où j'ai pensé quand je l'ai lu qui était de Vincent Chenet qui dit « En jouant sur la perception des mots, les néolibéraux amalgament la tyrannie de l'argent et de la liberté ». C'est bien vu. Et en fait, les néolibéraux, ils se présentent comme des libéraux. L'argent, c'est la liberté, donc la tyrannie de l'argent, ça devient de la liberté. Mais en fait, c'est quelque chose d'assez affreux. Mais c'est pas la liberté pour tout le monde. Et c'est la liberté pour celui qui est riche, mais celui qui a un SMIC de 1100 € pour se nourrir et pour élever ses gamins, il n'a plus aucune liberté. La tyrannie de l'argent reste de la tyrannie. Oui, mais ils ont vampirisé l'esprit du libéralisme politique et l'esprit des Lumières en faisant une tyrannie de l'argent qui est complètement une autre chose. Et c'est vrai que c'est plus joli de s'appeler néolibéral. Ouais, après on peut. Moi, ce que je montre dans Sortir du capitalisme du désastre, je le montre. C'est qu'en fait, c'est le libéralisme et les Lumières qui nous ont amenés là. Mais là, on vient dans quelque chose de juste sur ça, parce que du coup, ça, sur Adam Smith, parce qu'ils sont tous en train de dire Adam Smith, père du capitalisme. Parce qu'aujourd'hui, aussi, ce qu'il faut voir, c'est que la société est fondée sur une partie de l'économie. Et les néolibéraux, la valeur cardinale de leur truc, c'est l'égoïsme. Ils ont dit, voilà, parce que chacun va de son égoïsme. Le primat absolu de la liberté, c'est l'égoïsme. La richesse des nations. Sauf que Adam Smith avait écrit un autre livre avant de philosophie, il a dit, ça c'est pour l'économie. Mais pour fonder une société, ce qui est important, c'est l'altruisme. Et ce qui est rigolo, c'est que tous les successeurs, ils ont oublié cette partie de la philosophie d'Adam Smith. Et en fait, on lit chacun qu'un morceau pour écraser les gens. Il y a un autre paramètre, c'est que moi, il faut que je lis cet ouvrage, parce que pour le coup, moi, je fais partie de ceux qui pensent que les Lumières nous ont amenés là. Et qu'à un moment donné, cette prééminence de l'État au détriment des sociétés, des corporatismes précisément, c'est-à-dire qu'en fait, on revient quand même à un élément, c'est que l'État a voulu régir et tout réglementer à toute force. C'est très amusant parce qu'il a voulu être omniprésent, ne laissant pas la place finalement aux entreprises, ne laissant pas la place véritablement, on l'a dit tout à l'heure, à la part industrielle et notamment ce qui était au Moyen-Âge de ces corporations. Bah, ça donne quoi? Ça donne à un moment donné qu'on est obligé de faire tourner la planche à billets parce qu'on est dans ce néolibéralisme, cette tyrannie dont on parlait tout à l'heure, où finalement on ne sait même plus à quoi elle ressemble aujourd'hui. Aujourd'hui, je pense que sur le plan économique, en toute honnêteté, je pense que personne ne sait là où on est et à quoi ça ressemble. Ça ne ressemble plus à rien en fait. Ah bah ça ressemble plus à rien. Je pense que les gens comprennent que... En fait, ce qui ressemble à un truc, c'est quand il y a 10% d'inflation en Europe, et qu'il y a 3% de hausse de salaire, c'est comme si les gens ils avaient eu un salaire de moins 7%. Oui, mais alors là-dessus, il y a un point. Et donc, une destruction de leur niveau de vie de 7%. Là, on est en train de payer la note. Oui, mais je cherche à comprendre quelque chose là-dessus. Oui. Il va y avoir une correction. Certains économistes disent qu'il ne faut pas augmenter les salaires quand il y a de l'inflation, parce que sinon, on arrive dans une espèce de cercle vicieux. C'est vrai. Ça, c'est vrai, c'est la spirale. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les augmenter. Mais on s'est mis dans une situation tellement dans une impasse qu'effectivement, ils disent maintenant, il ne faut plus augmenter les salaires. Ce n'est pas à cause des hausses de salaire qu'on a de l'inflation. Mais si on augmente les salaires, on va avoir. Si on augmente de 10% les salaires de tout le monde, c'est sûr, dans 6 mois, la production va être plus chère à cause de cela. Mais bon, après, on ne peut pas jouer dans ce jeu-là. C'est parce qu'on a été mis dans une impasse complètement folle qu'on en est là, quoi, de toute manière. Parce que si on dit aux salariés, soyez tranquilles, on n'augmente pas les salaires, tout va bien se passer. Le tour d'après, qui va gagner de l'argent? Est-ce que c'est Bernard Arnault et les milliardaires ou alors les salariés? Ça sera encore les milliardaires. Donc on est dans un système économique où c'est toujours les milliardaires qui gagnent et jamais les salariés. On revient en fait à ce dont on parlait tout à l'heure où la population a besoin d'un sentiment d'unité et de justice. Et en fait aujourd'hui, je pense que la plupart du peuple se sent totalement en injustice parce qu'on a affaire à des gens qui sont sur du spéculatif